Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors je sais que vous ne pouvez pas nous rejoindre, nous sommes à Bercy, vous ne pouvez pas nous rejoindre à Cham, et je le comprends bien, mais je sais aussi que vous connaissez la santé, dans la mesure où votre promotion de l'ENA s'appelait Averroès. Exactement. Fameux médecin arabe, né à Cordoue et qui a exercé son art à Marrakech pour soigner toute la famille almohade. Et puis, vous avez plongé au cœur du système en étant la directrice de cabinet de Rosemarie Van der Berge, qui est venue à Cham elle-même, il y a quelques années, à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Madame la ministre Charadiès, bonjour, merci de prendre le temps de nous recevoir. Après 2 décennies de déclin, on observe de premiers signes positifs de renouveau industriel, que ce soit à travers l'ouverture d'usines, à travers le montant des investissements investis dans l'industrie en France. Comment expliquez-vous ces premiers signes de renouveau de notre industrie ? Je crois qu'on est sorti de l'idée d'une société post-industrielle qui ne serait fondée que sur les services. Alors c'est une prise de conscience progressive. Début 2010, vers 2010-2012, on a entendu les premiers signaux qui disaient qu'il fallait développer l'industrie, où l'industrie était un élément important de notre économie. Mais l'accélération, elle s'est fait clairement sentir à partir de 2017. Ce n'est pas un hasard si on redéveloppe de l'emploi dans l'industrie à partir de 2017 et on continue en 2018-2019. Et on tranche là avec 17 ans de destruction systématique de l'emploi industriel. Alors, comment on l'explique ? D'abord, un choc de confiance avec l'élection du président de la République et les projecteurs qui se tournent sur la France et une augmentation des investissements étrangers en France. Mais c'est également accompagné de mesures très précises sur la compétitivité. Je pense à la réforme des ordonnances travail, qui était un des points difficiles lorsqu'on travaillait avec les investisseurs étrangers. Je pense également à la fiscalité du capital, qui vise à permettre justement des investissements qui prennent plus de risques, notamment ceux des entreprises. Et puis la diminution de la fiscalité des entreprises, en particulier l'impôt sur les sociétés, qui est un marqueur international pour les investissements. Donc ça a créé un climat favorable. Deuxième élément qui ont servi le propos, c'est tout ce qui a été lancé aussi au travers des compétences, puisque c'est un enjeu très important. Aujourd'hui, la France, c'est la première destination des investissements étrangers pour l'industrie, pour les centres de recherche et de développement en Europe et de loin. Centres de recherche et de développement, on a autant de projets en 2018 que le Royaume-Uni et l'Allemagne réunis. Projets industriels, ce qui c'est moins, on doit avoir 330 projets industriels selon Ernst & Young, là où la Turquie est en deuxième position avec 200 projets et l'Allemagne avec près de 150 projets. Donc on fait 2 fois plus de projets que l'Allemagne. Donc un vrai renouveau qu'il faut approfondir. On a parlé effectivement de renouveau et de premiers signes positifs. Comment voyez-vous la dynamique ? Pensez-vous qu'on va pouvoir accélérer ces premiers signes et reconquérir d'autres places ? Alors, on a 4 défis qui sont très importants. Le premier défi, c'est l'industrie 4.0 ou l'usine du futur, pour l'exprimer autrement. En gros, c'est comment passer d'une façon de produire un peu à l'ancienne, à la mode un peu taylorienne, à une façon de produire où on fait appel aux nouvelles technologies, machines à fabrication additive, machines à commande numérique, robots, cobots, qui permettent 2 choses, de réduire massivement les coûts de production, puisque on bénéficie de gains de compétitivité très importants. Et puis la deuxième chose, c'est traçabilité, plus grande flexibilité. On produit moins de quantité et on peut changer très vite de process pour produire d'autres choses. Donc on a une plus grande agilité pour répondre aux besoins du client. C'est très important en France parce qu'on a des atouts pour ça. On a des ingénieurs incroyables, on a des techniciens de très grande valeur. Et donc c'est un mode de production qui nous convient très bien et puis qui permet de limiter un peu nos points faibles, c'est-à-dire notamment, on reste une destination où les coûts de production sont élevés par rapport au grand international. Le deuxième défi, il va être autour des compétences. Je l'ai dit, aujourd'hui, ce qui bloque le développement industriel, c'est la difficulté à recruter. C'est pas les parts de marché, c'est pas les commandes, c'est pas la capacité à vendre. D'où un plan d'investissement dans les compétences de 15 milliards d'euros qu'on est en train de déployer, mais il va falloir que ça se descende jusqu'au plus près du terrain. C'est très important pour les entreprises parce qu'elles vont également avoir en main tout ce qui est la formation professionnelle. Et le deuxième grand enjeu sur lequel on travaille, c'est l'apprentissage. Là aussi, c'est une façon de faire monter plus vite les compétences, je dirais, qui nous vont bien dans le train de l'industrie.
Et puis, troisième enjeu, la simplification. Lorsqu'on regarde les facteurs bloquants pour l'installation en France, c'est la complexité administrative française. Au niveau du Forum de Davos, on est classé au-delà de la 100e place sous cet angle-là. Alors même si on peut critiquer la méthodologie, on peut penser qu'il y a une forme de vérité qui est dite dans ce classement. On travaille sur un French Fab Investment Desk, qui est en fait un point unique pour accueillir les propositions d'investissement des investisseurs et au-delà, les accompagner pour savoir quels sont leurs projets, les grandes entreprises, et quelque part anticiper les moments et pourraient avoir l'idée d'implanter un nouveau site et donc pourquoi pas en France. Dans le même ordre d'idée de la simplification, c'est la mission que nous venons de confier à Guillaume Kasbarian, qui est député, pour nous faire des propositions très concrètes sur comment on fait pour ne pas mettre 36 mois à implanter un site en France, mais réduire ça à un délai qui est celui qu'on trouve en Suède, qu'on trouve dans d'autres pays, qui sont loin d'être moins-disants environnementalement. Enfin, quatrième défi, c'est celui de l'attractivité. Il faut que les métiers de l'industrie fassent rêver. Alors, dans la pharma et la biotech, on a quand même un petit avantage sur ce sujet-là parce qu'on arrive à attirer des compétences par rapport aux projets sous-jacents, même si la pharma a pu avoir mauvaise réputation sur un certain nombre d'angles. Mais quand on parle biotech, les yeux commencent à briller parce qu'on a l'impression d'être partie prenante d'un projet avec beaucoup de sens. Mais malgré tout, l'industrie peine à recruter parce qu'on imagine que les conditions de vie dans l'industrie et que les manières de produire sont Zola au Germinal, là où on a en fait des entreprises extrêmement technologiques et dont l'intérêt, qu'il soit intellectuel ou de but de transformation de la société, vont beaucoup plus loin que, par exemple, les GAFA. Madame la ministre, vous évoquiez les défis de l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux. C'est vrai qu'autant on voit une embellie générale sur le secteur de l'industrie, sur le secteur de la pharmacie, on a plus de mal à voir le renouveau en France. On reste à moins de 10% de projets dans ce secteur-là et on a conduit récemment un entretien auprès des dirigeants. Moins de 40% envisagent la France comme une terre d'installation d'usines, que ce soit dans le domaine pharmaceutique ou des dispositifs médicaux. On a la chance à Cham d'avoir beaucoup de représentants de ce secteur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Alors, c'est clair qu'on a perdu des parts de marché ces 15 dernières années. Et c'est un sujet que le président de la République prend très au sérieux parce que pour lui, les industries de santé sont des industries prioritaires et il l'a marqué dans la manière dont il s'est impliqué personnellement dans le comité stratégique des industries de santé. Si on regarde où on en est, il y a un certain nombre de leviers qu'on souhaite activer. Le premier, c'est évidemment la préservation, la sanctuarisation du crédit d'impôt recherche. Pour nous, c'est un élément absolument majeur de notre compétitivité. Moi, je le vois puisque je suis en charge de l'attractivité. J'étais à Boston il y a une quinzaine de jours dans le tissu biotech. Il est clair que cet élément-là intéresse, intrigue et qu'au plan européen, lorsqu'on se déplace aussi, on voit que c'est un élément que beaucoup de gouvernements envisagent de nous copier. Donc c'est plutôt un signal de fonctionnement. Et pour la pharma, c'est 600 millions d'euros qui bénéficient directement à ce secteur. Donc on le voit, un enjeu important. Et s'il y a des réglages fins sur le prochain projet de loi de finances pour se mettre, je dirais, complètement aux normes demandées par la Cour des comptes, il est clair, et c'est l'ensemble du gouvernement qui est derrière, qu'on ne souhaite pas aller plus loin. Le deuxième enjeu, c'est ce qu'on a fait dans la loi Pacte, c'est de simplifier le passage de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et notamment de mieux accompagner les passages des chercheurs du public vers le privé, leur permettre de créer leur entreprise, leur permettre de revenir et finalement revenir sur quelque chose qui était de l'ordre du tabou en France, là où c'est totalement naturel à l'international, ce qui probablement a été une vraie perte de compétitivité pour la France. Le troisième sujet, c'est toujours dans la loi Pacte, c'est la protection de la propriété. Là aussi, on a fait un certain nombre de progrès qui permettent, notamment aux biotech, de plus simplement protéger leur propriété intellectuelle avec des brevets qui sont à la fois plus puissants et des version un peu plus légère que le brevet, mais qui constitue des protections importantes pour des PME ou de toutes petites entreprises. Et puis, il y a tout ce qu'on a fait autour du comité stratégique des industries de santé, donc, dans lequel le président de la République s'est personnellement
impliqués. On a fait un point d'audit en 2017 pour regarder tous les points de blocage qui expliquaient finalement la moindre compétitivité du marché français par rapport à ses voisins européens. Sur cette base-là, on a établi un plan d'action, on le revoit chaque année en présence du président de la République et des patrons des plus grandes entreprises pharmaceutiques, des ministres qui sont concernés. Et on peut considérer qu'aujourd'hui, on a à peu près 2/3 de mise en œuvre de ce plan. Le dernier tiers est évidemment le plus important, c'est celui qui est autour du prix. Mais encore une fois, on l'a vu cette année, le président de la République s'est personnellement impliqué, a décidé que ce n'était pas une augmentation de 0,5% comme on s'y était engagé, mais de 1% qu'on devait mettre dans le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Et ces 1%, ils ont vocation, puisque dans le même temps, il y a des budgets sur lesquels on demande des efforts sur des molécules matures, ils ont vocation à financer l'innovation et donc des prix plus importants. C'est très important pour le soin du patient, on le sait. C'est très important aussi en termes d'empreinte industrielle, puisque c'est ça qui peut nous permettre à la fois de continuer à chercher, mais également de continuer à produire et de continuer à produire des produits qui ont de l'avenir et qui vont être appelés à se développer sur le marché français. On ne peut pas être seulement sur des molécules matures en France. Alors nous actons au plus haut niveau de l'État, il y a cette volonté d'accélérer la mise à disposition des produits de santé auprès des malades. Mais je dirais, est-ce que le ruissellement se fait, pour reprendre une expression célèbre, car on voit bien qu'il y a encore des agences qui sont lentes. Je pense au Comité économique des produits de santé. 9 mois de travail pour obtenir un prix. Nous sommes les pires, les plus lents, les plus longs de tous les pays industrialisés. Comment peut-on accélérer? Comment peut-on passer de la volonté à la réalisation? Alors là aussi, vous avez complètement raison sur le diagnostic, c'est-à-dire que à la fois tout le monde nous reconnaît d'avoir les autorités de régulation, peut-être les meilleures du monde ou parmi les meilleures du monde, mais en même temps, leurs délais de travail font qu'on perd aussi là de la compétitivité et surtout qu'on perd du temps. Donc on est en train de travailler sur des mesures pour l'accès aux essais cliniques, pour les autorisations de mise sur le marché, pour l'évaluation scientifique en renforçant les effectifs de l'HAS, c'est évidemment aussi un élément important, et puis sur la fixation des prix. Sur chacun de ces items, on a des objectifs en termes de jours pour reconverger vers la moyenne européenne, en gros de 180 jours pour obtenir ce type de décision. Sur le CEPS, effectif également renforcé, parce qu'il y a la question de la bande passante pour pouvoir traiter tous les dossiers, mais il y a une lettre de mission aujourd'hui qui clarifie pour le nouveau patron du CEPS clairement ces éléments-là et qui en font des éléments de sa feuille de route incontournables. C'est-à-dire ce n'est pas seulement bien faire le travail autour de l'évaluation des produits de santé, mais c'est aussi le faire avec une vision, une dimension industrielle. Et ça, on y veillera de manière très claire. Dès 2020, on aura aussi un circuit de publication des prix qui sera simplifié avec un bulletin officiel des produits de santé. Ça fait partie des ingrédients qui permettent d'être plus efficaces, plus rapides et donc plus impactants. Le Health Data Hub a été mis en place tout récemment, c'est bien. C'est vrai qu'avoir les données des 67 millions de Français qui seront moulinés pour obtenir des résultats et nous aider à mieux piloter le système, mais 67 millions, c'est très petit. Quand on compare aux 330 millions d'Américains, aux 1,5 milliard de Chinois, nous jouons comme des nains. Donc on se pose la question de savoir s'il ne faut pas passer d'emblée au niveau européen en matière de numérique pour tenir tête aux GAFA américains et aux BAXT chinois. Nous sommes tout petits. Alors il y a deux choses dans votre question. Il y a d'abord la granularité des données dont on dispose. Il ne faut pas trop sous-estimer la base de données dont on dispose parce que notre système national d'information interrégime de l'assurance maladie, le PMSI, moi j'ai travaillé sur le codage il y a 15 ans lorsqu'on a commencé à déployer la tarification à l'activité, la base de cause de décès, le fait qu'on a autorisé par la loi à intégrer aussi une traçabilité de tous les actes qui sont remboursés, font que notre base de données est considérée comme une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure du monde. Et d'ailleurs, moi je sens l'appétit dans mes discussions avec certains groupes de pharma pour avoir accès à cette base de données. Donc elle est très puissante parce qu'elle permet de faire des croisements très intéressants et d'avoir des parcours patients assez complexes et assez complets.
Mais vous avez raison, le sujet que l'on a derrière, c'est de le traiter au niveau européen. Donc au niveau national, on a le Health Data Hub, on a des premiers appels à projets qu'on a lancés, on va continuer. Et dans le cadre des grands défis, donc du fonds de rupture industrielle, on a lancé également un défi autour de intelligence artificielle et diagnostic médical. Évidemment, ça tombe sous le sens. On imagine bien qu'avec ces signaux faibles, on doit pouvoir accélérer beaucoup plus rapidement le diagnostic médical. Et puis, il y a le deuxième chantier, c'est comment on joue au niveau européen. À la fois parce que c'est un enjeu de souveraineté, parce que c'est un enjeu de compétitivité, et puis c'est un enjeu aussi de protection et de démocratie, quasiment. On a la chance d'avoir le RGPD qu'on a beaucoup vu comme une contrainte qui est en train de devenir en fait une force, puisqu'on voit de plus en plus de pays qui s'intéressent à ce dispositif et aux normes sous-jacentes et qui finalement sont en train de s'en inspirer. Et c'est une première forme aussi d'organisation de la data qui me paraît très importante par rapport à des schémas type GAFA ou BATX. Et puis il y a une deuxième chose, c'est d'investir massivement dans l'intelligence artificielle et de faire le lien avec les industries de santé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a été définie comme une des chaînes de valeur stratégiques au plan européen. Ça veut dire que dans le cadre de la prochaine mandature de la Commission européenne, on essaye de pousser ce sujet pour que ce ne soit pas juste une chaîne de valeur stratégique, mais que ça conduise à des produits d'investissement collectif de la part des pays européens pour effectivement développer une innovation européenne et mettre ensemble nos moyens. On a des pays qui sont assez avancés sur ces sujets-là, je pense à la Suède par exemple, sur lequel on peut s'appuyer, on sent de l'appétit. Et donc, oui, vous avez raison, c'est un des chantiers qui s'ouvre devant nous et sur lequel... Là encore, si on veut maintenir nos parts de marché, alors là, au sens global Europe, on doit accélérer et c'est le discours qu'on porte aujourd'hui au niveau de la Commission et du Parlement européen. Madame la Ministre, nous avons beaucoup parlé de politique industrielle. Comme vous savez, CHAM est le lieu de rencontre de l'ensemble des professionnels de la santé, qu'ils viennent d'hôpital public, d'hôpital privé, régulateurs, investisseurs industriels. Et vous, au cours de votre parcours, vous avez eu l'occasion de voir les différentes facettes de ces métiers. Quel serait le conseil et le message que vous voudriez leur donner ? Alors effectivement, moi j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel de passer par l'hôpital public, d'être ensuite dans la peau d'un investisseur. J'ai par ailleurs été dans l'industrie, alors pas celle de la santé mais celle de l'automobile, ce qui donne une bonne vision de ce qu'est la globalisation et la compétitivité mondiale. Et puis je suis aujourd'hui dans une position de fabricant de politique publique et notamment dans le domaine industriel. De ces 4 expériences, je retiens une chose, c'est qu'il me semble que la France a tous les atouts pour être un exceptionnel pays dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et de biotech. On a une formation qui est quand même de très grande qualité et qui est enviée, qui vient d'être en plus réformée de manière intelligente par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. On a un réseau d'hôpitaux publics et privés qui est puissant, qui est très fortement ancré dans notre dispositif de santé. Moi, je le voyais à la PHP. Lorsque vous avez l'hôpital le plus grand du monde, vous avez une possibilité d'organiser théoriquement des essais cliniques sur des cohortes très importantes et d'avoir immédiatement à la fois le bénéfice patient et, je dirais plus largement, la retombée industrielle. Donc c'est vrai qu'on voit qu'on a là quelque chose de très puissant théoriquement. On a des autorités de régulation qui sont assez solides et qui créent la confiance. Quand on voit certains débats, par exemple aux États-Unis, on peut se dire que c'est un atout. Donc on a les ingrédients de la réussite, il faut maintenant que tout le monde se mette ensemble et qu'on fasse preuve d'intelligence collective. Il me semble que le contrat stratégique de filière que nous avons signé avec Agnès Buzyn le 4 février dernier en est un élément, mais il faut aller plus loin que ce que comprend ce contrat. Il faut être plus exigeant et aussi que ce travail entre le public et le privé soit resserré pour qu'on ait vraiment ce bénéfice à la fois
de bénéfices médicaux pour les patients, et ça j'y crois très profondément, de bénéfices médico-économiques pour notre système de santé, parce que lorsqu'on limite la iatrogénie, lorsqu'on lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'on trouve des moyens de mettre en place des prises en charge plus légères ou qu'on anticipe des diagnostics, eh bien c'est autant d'argent gagné pour le public. Et puis derrière, il y a tout l'enjeu de compétitivité et de souveraineté, parce que maintenant le sujet se pose dans les médicaments, encore un sujet sur lequel le ministère de la Santé est extrêmement mobilisé avec l'économie. Et donc pour toutes ces raisons, on doit complètement se réunir. Je crois que le président de la République en a fait vraiment une priorité, et c'est très clair dans sa tête. Donc je veux dire que les pouvoirs publics sont derrière les industries de santé sur ces sujets-là, et j'espère que cette journée à Chamonix va être l'occasion à beaucoup d'échanger et de créer des objets de collaboration, et en particulier des objets de collaboration public-privé, pour avoir un parcours mixte. Je crois beaucoup à ça. Il nous reste, Madame la Ministre, avec Guy, à vous remercier pour ce message d'espoir au nom de tous les participants de CHAM. Merci beaucoup.